L'épisode 4 marque le milieu de la saison, et même si je prends beaucoup de plaisir chaque semaine à regarder Boy Cavalier creuser sa propre tombe, cet épisode s'est avéré plus stagnant que prévu. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'épisode 3 a ralenti et posé les bases de la prochaine phase de la série, nécessaire après les événements des premiers épisodes. Toutefois, j'ai eu l'impression que l'épisode 4 passait son temps à ressasser une grande partie de ce que nous savions déjà, et à tergiverser avant de revenir au cœur de l'histoire. Les épisodes 3 et 4 auraient facilement pu être combinés et conserver le rythme lent et réfléchi qui fait la qualité de la série. L'épisode 4 conserve l'aspect, l'atmosphère et les questions philosophiques brûlantes qui nous ont tenus en haleine, mais il a clairement constitué un tremplin pour nous amener vers la seconde moitié de la saison. Grâce à ce qui pourrait être le plus grand nombre de fondus enchaînés jamais vus dans un seul épisode de série, la série jongle avec ses intrigues qui se chevauchent et fait comprendre au public que sur l'île, rien n'est secret. Si cet épisode perd un peu de son attrait, c'est en partie parce que l'épisode comporte de nombreux moments où l'on ne révèle rien. Le pauvre Slightly subit le chantage de Moreau, Hermite est remis à sa place par Atom, et Boy Cavalier conclut un accord très unilatéral avec Wendy, enfonçant encore plus profondément ses griffes dans sa psyché. Chacun a ses motivations et ses objectifs personnels au fil des nombreuses conversations, la tension principale de l'épisode venant de la manière dont ses plans vont se dérouler. Wendy et Hermite passent du temps ensemble, et je suis de moins en moins fan de Hermite. Alex l'auteur n'est pas mauvais, mais son rôle est brutalement impitoyable. Bien qu'il soit important pour l'intrigue, il est bien moins intéressant que les génies et les hybrides qui l'entourent. Sa relation avec Wendy est confuse, il est plus que prêt à accepter que cette personne soit sa sœur et qu'il manque de contrôle sur la situation. Cependant, il est clair que son identité et ses croyances sont vraiment faibles, car Atom le manipule facilement pour le pousser à remettre en question l'humanité de Wendy. Ce quatrième épisode est malgré tout bien nommé, avec le titre Observation. Si la série est une expérience narrative dans l'univers d'Alien, c'était le moment de prendre du recul et d'analyser les variables utilisées jusqu'à présent. C'est ce que Kirsch et les autres scientifiques de Prodigy font à l'écran. Mais en tant que chapitre, cet épisode le fait à un niveau méta, tout en abordant des questions sur la nature des garçons perdus et en abandonnant le point le plus étrange, et potentiellement le plus clivant de l'histoire de la saison. C'est une situation inédite pour la saga, qui dispose de suffisamment de temps pour réfléchir. Avec 8 heures d'histoire à raconter, la série profite de ce temps mort pour revenir aux origines de l'affaire. Le transfert d'enfants dans des corps synthétiques de taille adulte. L'épisode le souligne explicitement, Arthur exposant clairement les enjeux à Dame Sylvia. Si on s'est trompé, au mieux, on a une horde d'IA qui se prennent pour des humains. Au pire, on a tué 6 enfants. C'est une question difficile à poser dans un épisode de transition d'une saison, avec une gravité suffisante pour que la saison entière puisse tourner autour. Mais c'est une question à laquelle Ale et son équipe semblent également déterminés à répondre clairement avec le reste de l'épisode. Cet épisode présente à plusieurs reprises deux arguments opposés quant à savoir si les garçons perdus sont vraiment les enfants dans de nouveaux corps ou juste une copie raisonnable. Mais l'épisode offre tout aussi souvent une réponse assez concrète aux questions qu'il soulève, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial de soulever des questions intéressantes. Tout commence par les visuels utilisés dans cet épisode. Nous avons vu Neverland, la base insulaire où Prodigy, Boy Cavalier et ses recherches les plus importantes ont eu lieu, mais rarement hors des murs de son laboratoire et de ses bureaux. Voir la nature luxuriante de cette île d'Asie du Sud-Est, avec ses paysages magnifiques dignes d'un complexe hôtelier plutôt que d'une installation d'entreprise douteuse, juxtaposée à la technologie en jeu est toujours un plaisir. Ex Machina, réalisé par Alex Garland, a fait de même avec brio. Il n'y a pas de meilleur décor que la nature brute pour aborder la question de notre propre nature humaine. Ainsi, le fait que Sylvia et Arthur aient leur conversation cruciale hors du laboratoire et dans un coin isolé de la jungle ne fait qu'ajouter à la gravité de la question. Il en va de même pour la nouvelle conversation de Moreau avec Slightly, un autre moment qui montre que la série a vraiment l'intention de faire des garçons perdus, des enfants perdus et non une sorte de Frankenstein. Pendant ce temps, prêt à devenir le gros goût de la franchise Alien, notre spécimen préféré de pieuvre oculaire a l'occasion de briller, ce qui constitue une preuve supplémentaire que ce sont vraiment les enfants dans des corps robotiques. Tout d'abord, voir Thiocellus s'emparer d'un mouton est l'un des moments les plus choquants jamais portés à l'écran dans un projet Alien. Après tout, les façons dont un xénomorphe peut perturber quelqu'un sont limitées. Sous l'eau dans Alien Resurrection et en apesanteur dans Romulus n'ont pas changé la donne, alors c'est un plaisir de voir un autre spécimen intéressant. Ce qui est encore plus cool, c'est de voir un spécimen thématiquement cohérent faire son travail. Il y a une question d'autonomie en jeu avec cette créature particulière, jouant sur les mêmes peurs que les zombies et les horreurs corporelles, celle de perdre soudainement le contrôle de soi-même lorsqu'une autre force
prend le contrôle. Boy Cavalier s'intéresse tellement à cette créature qu'il accepte immédiatement que sa nature n'a pas changé une fois qu'il a pris possession du corps du mouton. T. ocellus est en ce sens similaire aux hybrides expérimentaux de Cavalier, une entité conservant sa nature dans un corps hôte différent. La seule différence est que le génie semble moins comprendre ses propres créations. Soit il a moins confiance dans les résultats de ses travaux, ce qui semble peu probable compte tenu de tout ce que l'on sait sur Cavalier, soit il a une si faible opinion des enfants utilisés dans ses expériences qu'il ne considère pas leur humanité. Si tel est le cas, c'est un défaut fatal classique avec lequel les personnages arrogants comme Boy Cavalier se débattent depuis que ce type, aux ailes de cire, a volé trop haut par une journée trop chaude. Si cela donne l'impression que le fondateur de Prodigy est banal, je dirais que cette histoire aussi ancienne que le monde est en réalité un atout pour la série. Des thèmes familiers dans une saga familière avec des ingrédients nouveaux sont généralement la recette du succès, et cet épisode excelle dans ce domaine, même s'il gâche un peu l'élan de la saison en s'attardant sur ce genre de choses. Le moment le plus marquant de cet épisode est aussi potentiellement le point le plus controversé de la série. Wendy communique avec les xénomorphes. Si les bases de cette révélation n'avaient pas été méticuleusement posées depuis quelques semaines, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel. Nous avons rarement passé suffisamment de temps avec les xénomorphes pour que les cinéastes se donnent la peine de s'appuyer sur ce fil conducteur. Mais il existe un précédent. La reine, dans Aliens, communique clairement avec les drones lorsque Ripley la confronte avec un lance-flamme, leur ordonnant clairement de reculer pour éviter que les œufs ne soient grillés. Pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'adhère totalement à cette idée, la communication directe entre Wendy et le Xéno les rapproche encore davantage. Ce sont deux créatures habitant des formes différentes de celles où elles ont commencé. Elles étaient incapables de survivre sans un corps hôte pour héberger leur gestation. Et maintenant la forme visqueuse, issue de l'imagination de H.R. Giger, représente le même stade de développement que Marcy et Wendy. Qu'elles puissent potentiellement communiquer entre elles est non seulement logique de ce point de vue, mais aussi nécessaire pour raconter cette histoire. Mais surtout, c'est une transition parfaite vers la suite. La capacité de Wendy à imiter les xénomorphes est convaincante, et la façon dont la série joue avec la conception sonore pour nous le retranscrire est aussi immersive que les magnifiques décors. Toutefois, la série s'appuie un peu trop sur la capacité des enfants hybrides à incarner tout ce que le récit exige. Heureusement, chacun des hybrides s'épanouit davantage et leurs points de vue divergents sur la vie sur l'île sont très prometteurs. La grossesse hystérique de Nibs et la domination physique sur Dame Sylvia rappellent le pouvoir des hybrides. On est facilement d'accord avec Arthur lorsqu'il affirme en privé que passer du temps sur les xénomorphes et jouer à Dieu avec ses expériences est une idée insensée. Avec la tension croissante autour de la question de savoir qui sera le premier goûter de l'extraterrestre et comment le monde de Bob Cavalier va s'écrouler autour de lui, je suis le moins intéressé par les xénomorphes. Je connais la place des extraterrestres dans le récit, mais ce sont les personnages qui m'intéressent le plus. C'est pourquoi cet épisode a retenu mon attention, même s'il aurait pu être meilleur. Si Alien Earth est qualifié de chef-d'œuvre de science-fiction par certains après seulement 4 épisodes, c'est en partie grâce à la force du développement des personnages, nourris par des questions philosophiques et des techniques narratives efficaces. Cela est évident à la fin de l'épisode 4, lorsque Wendy non seulement communique avec le bébé xénomorphe, qui vivait dans l'ancien poumon de Joe, mais semble se lier d'amitié avec lui. Wendy a conclu un accord avec Boy Cavalier pour trouver un moyen de communiquer avec un xénomorphe afin que Joe puisse rester avec elle sur l'île. Boy Cavalier a déjà exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que Joe devienne une distraction, ce que Wendy promet de ne pas être, mais il garde Joe à contre-cœur pour apaiser Wendy, ainsi que pour des raisons de recherche et de confidentialité. À la toute fin de l'épisode 4, il y a un moment où le bébé xénomorphe semble croire que Wendy pourrait être sa mère, lui permettant de le toucher. Il frotte même son visage contre sa main comme un chat domestique. Bien qu'il ne soit pas certain que Wendy puisse réellement contrôler ses créatures, elle peut certainement communiquer ou échanger des informations, ce qui devrait être un excellent indicateur de la direction que prendra la seconde moitié de la série. Kirsch a rapidement découvert que Slightly communiquait avec Moreau grâce à un micro qu'il lui avait placé sur le cou dans l'épisode 3. L'un des principaux objectifs de Kirsch est de surveiller tous les hybrides, et il est capable de visionner des enregistrements rétiniens et d'entendre des enregistrements audio de Slightly parlant apparemment à personne. Kirsch retrouve également le souvenir où Moreau demande à Slightly quand une machine n'est plus une machine, avant d'entendre son plan, faire entrer une personne dans le laboratoire de Prodigy en douce au lieu de lui faire sortir un œuf de xénomorphe. Slightly révèle alors son nom humain à Moreau, mettant sa mère humaine en danger, et son anxiété le pousse à réagir contre Wendy et les autres hybrides. Parce que Moreau a menacé la famille de Slightly, ce dernier doit trouver un humain à introduire dans le laboratoire et semble faire de Joe son principal espoir. Sachant tout cela, Kirsch patiente clairement près des œufs à la fin de l'épisode. Mais dans quel but? Empêcher Slightly ou regarder la scène? L'avenir nous le dira. Nibs est la plus isolée des hybrides après avoir été attaquée par le spécimen oculaire dans l'épisode 2. Sa crise existentielle a commencé à s'aggraver dans l'épisode 3, jusqu'à atteindre un point de rupture psychologique dans l'épisode 4, se persuadant d'être
à la fois humaine et enceinte malgré la réalité de son statut d'hybride. Nibs est la première véritable dissidente des hybrides à démontrer sa force face à ses créateurs. Après avoir menacé physiquement Dame Sylvia, figure maternelle de tous les hybrides, Nibs est enfermée dans sa chambre et considérée comme une menace de niveau 3. On ignore si l'instabilité de Nibs est due à sa conscience humaine ou à une erreur de calcul, mais le protocole de niveau 3 suggère que Prodigy a un plan pour contenir les hybrides incontrôlables. La situation de Nibs ne s'améliorera probablement pas dans la seconde moitié de la série. Elle pourrait bien être la première hybride à devoir être abattue en raison de la menace qu'elle représente pour Prodigy. Elle ne sera pas non plus quelqu'un ou quelque chose que Prodigy pourra promouvoir une fois qu'ils auront révélé Wendy au monde. Donc il y a de fortes chances que les jours de Nibs soient malheureusement comptés. Wendy continue de bénéficier d'un traitement de faveur de la part de Boy Cavalier, surtout maintenant qu'elle peut parler aux xénomorphes. Cela continuera probablement d'agacer Curly, qui est visiblement jalouse de Wendy et pourrait l'attaquer. Si Slightly demande de l'aide à Curly pour faire entrer Joe dans le laboratoire Prodigy comme l'exige Moreau, Curly pourrait être incité à le faire simplement parce que cela blesserait profondément Wendy. Dame Sylvia tentera probablement d'aider Nibs à se réguler, mais devra la garder confinée et isolée car elle n'est plus digne de confiance. Une fois que Boy Cavalier l'apprendra, il sera peut-être beaucoup plus prompt à mettre Nibs hors d'état de nuire que Dame Sylvia. Si la nouvelle se répandait, toute son invention hybride valant 1000 milliards de dollars serait compromise et Wendy serait crainte et non célébrée. L'aspect le plus intriguant de l'épisode 5 sera la capacité de Wendy à déchiffrer le langage des xénomorphes, ce qui devrait répondre à la question brûlante, que disent-ils? Et surtout, que veulent-ils? Le xénomorphe pourrait être humanisé comme jamais auparavant dans la saga Alien. De plus, Yutani devrait tenter de récupérer ses spécimens auprès de Prodigy, ce qui pourrait engendrer des combats et des carnages dans les prochains épisodes. Je qualifierais cet épisode de mi-figue mi-raisin, mais quand même j'attends impatiemment le prochain épisode. Il y a quand même des trucs intéressants qui pourraient sortir. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.